Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire organisé par la Fabrique écologique, donc État de droit et environnement, à partir d'un décryptage qui a été publié et rédigé par Frédéric Tiberghien, qui fait partie des intervenants aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par rapidement présenter la Fabrique écologique, ensuite les différents intervenants, et puis après, on pourra se lancer dans le vif du sujet. Donc, très rapidement, la Fabrique écologique, c'est un think tank qui a été créé en 2013 et qui a objectif donc de s'intéresser aux sujets environnementaux et d'accélérer la transition écologique via la réflexion collective, donc avoir la construction co-citoyenne de propositions concrètes pour s'adresser à l'ensemble des sujets qui vont concerner l'écologie, donc aussi bien l'économie, le droit, pour en citer quelques exemples. Avec différents types de contributions, donc on va créer organiser des événements, comme aujourd'hui, un webinaire par exemple, parfois des événements présentiels. On a notamment deux début décembre à l'Académie du Climat à Paris. Donc pour les Parisiens, n'hésitez pas à regarder l'agenda de l'Académie du Climat pour vous renseigner sur nos propositions. On a aussi des groupes de travail donc, qui sont constitués sur différents sujets, qui vont publier des notes, des décryptages. Donc ça, c'est plutôt des contributions individuelles ou alors de groupes restreints de personnes, des études commandées par nos partenaires, et ainsi de suite. En tout cas, vous pouvez trouver toutes nos publications sur le site Internet. Et donc, les travaux de la Fabrique écologique, très rapidement, s'organisent autour de différents axes, donc notamment en mettant le vivant au centre, avec l'approche de dire que le changement climatique et l'érosion de la biodiversité ne peuvent pas être pensés séparément. Et c'est important de penser ces deux sujets, ce qui n'est pas suffisamment fait selon nous. L'aspect social aussi, très important. Donc, la transition écologique est une affaire de justice sociale. Ce n'est pas possible de penser l'un sans l'autre, en tout cas pas souhaitable, à minima. Le rôle de l'entreprise comme un vecteur important de la transformation de la société, la démocratie. On considère que sans adhésion citoyenne, il n'y a aucune transition qui est possible, et c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Et ensuite, donc, le récit, de dire qu'une approche morale ou culpabilisatrice ne va pas suffire. Il faut aussi investir des notions telles que la liberté, le désirable, le progrès humain, pour que le changement soit désirable et puisse advenir. On va très rapidement à propos de la fabrique écologique. Ensuite, donc, les intervenants. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir trois spécialistes du droit de l'environnement avec différents regards autour de la table. Donc, très rapidement, Frédéric Tiberghien, qui est conseiller d'État honoraire, qui a eu une carrière très riche, aussi bien dans le privé, donc par exemple en étant PDG de Chronopost, ou dans le public, en étant notamment rapporteur général au Conseil d'État, et aussi membre du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, et qui est l'auteur de ce décryptage donc, sur la décision du Conseil constitutionnel par rapport aux deux lois majeures de 2025, donc la loi dite du plomb et la loi d'orientation agricole. Donc, deuxième intervenante, Marine Fleury, qui est maîtresse de droit public à l'Université de Picardie-Jules Verne, également garante du débat public à la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, et qui a notamment fait donc, sa thèse, je vais dire le titre, La délibération en droit public interne, donc sous la direction de Anne-Marie Coindet. Et enfin, Arnaud Gossman, donc, qui est avocat en droit de l'environnement et de l'énergie depuis plus de 20 ans, qui est aussi professeur associé de droit à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et lui aussi docteur en droit sur le principe de précaution, sa thèse en l'occurrence. On va très rapidement la présentation des intervenants. J'espère ne pas avoir dit de bêtises et que c'est assez fidèle à qui vous êtes. N'hésitez pas, quand vous prenez la parole la première fois, à rajouter des éléments sur vous si ça vous semble important pour contextualiser. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Frédéric pour une présentation de la note assez rapide, de l'ordre de 5 à 10 minutes. Voilà. Merci. Merci Arnaud, Frédéric. bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de commenter rapidement le contenu de la note de décryptage, je voudrais rappeler que nous avons une agriculture plutôt productiviste en France qui utilise beaucoup de pesticides et d'engrais. Et donc, ceci pose des questions de compatibilité entre volonté de renforcer la production agricole et protection de l'environnement. Et donc, la note part du fait que notre État est en situation de conflit d'intérêts permanent devant ces deux exigences qui sont en partie contradictoires. Alors, plusieurs événements récents ont confirmé ces conflits d'intérêts. Par exemple, les reculs sur les plans éco-phyto, le plan qui devait lutter contre l'utilisation excessive des pesticides, la réautorisation pour 3 ans de l'acétamipride, les facultés d'autorisation de méga-bassines, le relèvement des seuils pour les IOTA, ICPE pour les grands élevages, puisqu'il y a une volonté de privilégier les grands élevages. Donc voilà quelques manifestations récentes
de ces conflits entre exigences agricoles, protection de l'environnement. Et donc, ça pose un problème de compatibilité de toutes ces mesures avec la Constitution et notamment sa charte de l'environnement qui a reconnu de nouveaux droits environnementaux. Donc, les deux textes emblématiques qui viennent d'être rappelés, loi d'orientation agricole du 20 février et loi du plomb du 2 juillet, ont été déférés au Conseil constitutionnel. Alors, la note que je vais rapidement survoler rappelle l'historique de la protection de l'environnement et notamment son renforcement depuis l'adoption de la charte qui a reconnu 5 principes qui sont invocables contre les lois qui sont adoptées par le Parlement et 2 autres ont une valeur un peu inférieure, mais je vous renvoie sur ce point à la note. Alors, premier point de l'intervention, l'apport des 2 décisions du Conseil constitutionnel. Donc, elles ont des points communs et elles ont des points particuliers. Donc, je voudrais rapidement mentionner les points particuliers qu'elles ont permis d'acter. Donc, premier point, ça concerne le principe de non-régression sur la question des nomenclatures ICPE et IOTA. Donc, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il lui revient de vérifier qu'il n'y a pas de régression à l'occasion du relèvement des seuils pour ces installations et en particulier pas de modification des règles de fond ni d'atteinte à la faculté qu'a l'administration d'imposer des prescriptions aux installations qui sont autorisées et les prescriptions sont effectivement l'élément principal dans les décisions d'autorisation. Alors ensuite, il y a eu une extension de ce principe de non-régression à la souveraineté alimentaire dans la loi Duplon, qui ne pourrait faire l'objet que d'une amélioration constante. Donc le Conseil constitutionnel a objecté 2 choses à cette disposition pour en déclarer la non-conformité à la Constitution. Premièrement, il fallait une évaluation systématique au regard du potentiel de la nation. Donc, il y a méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi, puisque son application dépendait d'une appréciation sur le potentiel de la nation. Et donc, ce n'était pas une disposition intelligible et donc directement applicable. Et deuxièmement, cette évaluation qui était faite devait s'imposer au pouvoir réglementaire et là, selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel juge qu'il y a méconnaissance du principe de séparation du pouvoir et qu'on ne peut pas lier l'exercice du pouvoir réglementaire à une appréciation d'une instance extérieure. Alors, deuxième point commun, c'est sur la portée des articles 1er, droit à un environnement sain, et 3 de la Charte de l'environnement sur la prévention des atteintes à l'environnement, et ça concerne l'exclusion des piscicultures du régime des IOTA sur le régime de l'enregistrement, puis on a 2 autres qui sont la déclaration et l'autorisation. Et donc, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'absence de dispositions permettant d'imposer des prescriptions aux demandeurs, le législateur avait privé de garantie légale les exigences constitutionnelles prévues par les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement et donc a annulé cette disposition. Troisième acquis général, c'est la notion d'intérêt général majeur qui a été introduite par ces lois. Alors, leur but très clair était d'échapper à l'application de la directive Habitat de 1992, l'Union européenne, et à l'article L411-2 du Code de l'environnement qui l'a transposé dans notre pays. Alors, cette question se retrouve par exemple dans l'autorisation de l'autoroute A69 et elle renvoie à une difficulté d'interprétation de cette directive depuis une dizaine d'années et elle est aussi applicable à l'agriculture et on doit regretter que, en particulier, le Conseil d'État n'ait pas essayé de clarifier auprès de la Cour de justice en temps utile la portée, la méthodologie pour appliquer cette disposition. Alors, l'intérêt de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du plomb est qu'il vide de sa substance cette mesure législative en le requalifiant de mesure programmatique qui encadre l'action de l'État et non pas en mesure contraignante relevant d'une loi ordinaire, puisqu'elle vise simplement un objectif à l'action de l'État et donc elle n'a pas de valeur contraignante
Et donc, cet objectif ne peut pas être contraire à l'article 1er de la Charte et donc en faisant ça, le Conseil constitutionnel vide de sa portée, cette tentative par la loi, d'échapper, à l'article L 411-2 du code de l'environnement qui protège la biodiversité. Alors, deuxième application de cette notion d'intérêt général majeur, le législateur l'a étendue aux ouvrages et prélèvements et de stockage d'eau. Le Conseil constitutionnel a jugé que c'était à la fois un objectif d'intérêt général, car elle se limitait aux zones en déficit de ressources en eau. Elle était accompagnée d'une mesure concertée de répartition de la ressource et il y avait des engagements parallèles de pratiquer des mesures de sobriété sur l'utilisation de la ressource en eau. Mais le Conseil constitutionnel a imposé 3 réserves d'interprétation qui sont extrêmement intéressantes. On ne peut pas opérer de prélèvement dans les nappes inertielles. Deuxièmement, cette loi ne peut pas faire obstacle à l'appréciation de l'intérêt général majeur par le juge administratif, donc on sauvegarde les prérogatives du juge. Et troisièmement, on doit respecter les autres conditions prévues par l'article L 411-2. Il faut qu'il n'y ait pas d'autres solutions pour déroger à la protection des espèces et qu'il n'y ait pas d'atteinte au maintien des populations dans leur zone, dans leur aire de répartition. Donc on voit aussi que le Conseil constitutionnel utilise la méthode des réserves d'interprétation pour recadrer le législateur. Alors, en ce qui concerne maintenant, deuxième point, les apports particuliers de ces 2 décisions, heu, un premier point que je rappelle très rapidement, c'est que la loi entendait aussi instituer une présomption d'absence d'intention applicable au délit d'atteinte aux espèces protégées. Elle est censurée, cette loi partiellement sur ce point pour méconnaissance du principe de l'égalité des peines, puisqu'il n'y avait pas de définition de l'obligation légale permettant de bénéficier de la présomption d'absence d'intention pénale. Et d'autre part, le champ d'application de la loi pénale dépendait d'une décision administrative, ce qui est aussi totalement contraire à la jurisprudence, donc annulation de cette disposition. Deuxième point, apport particulier intéressant, c'est que cette loi entendait aussi restreindre l'étendue du pouvoir réglementaire en matière de transposition des textes européens en disant que le gouvernement n'avait plus le droit pour procéder à sur. Et donc là encore, le Conseil constitutionnel juge que ça méconnaît l'article 37 de la Constitution et donc le principe de séparation des pouvoirs et il sauvegarde les prérogatives. Le troisième concerne la la dérogation par le pouvoir réglementaire à l'interdiction d'autorisation des pesticides en fonction européen de 2009. Donc sur ce point, le Conseil constitutionnel reconnaît un motif d'intérêt général et l'existence de plusieurs conditions de fond à cette réautorisation, dont notamment sur le fondement de l'article 53 du règlement européen du 21 octobre 2019. Mais il censure cette faculté de réintroduction pour 4 motifs que je rappelle très rapidement. Premièrement, ces produits ont des incidences sur la biodiversité animale, en particulier et humaine. En deuxième lieu, cette dérogation joue pour toutes les filières agricoles, alors que dans une décision précédente, le Conseil constitutionnel avait validé son extension uniquement pour la filière des betteraves et donc il trouve que cette dérogation est trop large. En troisième lieu, ces dispositions prévoyaient qu'un conseil de surveillance de l'ANSES donnait des avis tous les 3 ans sur l'intérêt de renouveler cette dérogation alors que le règlement européen encadre la réintroduction dans des délais, des durées de 120 jours. Donc, il constate qu'il n'y a plus aucune limite. Et quatrièmement, il trouve qu'une telle dérogation est décidée pour tout type d'usage des pesticides et notamment ceux qui recourent à la pulvérisation qui, eux, présentent un risque pour la santé et donc, il annule cette disposition phare de la loi du plomb pour ces 4 motifs.
Alors, je vais très vite sur les enseignements qui peuvent être tirés de ces deux décisions parce qu'on retrouve des pratiques constantes du Conseil constitutionnel que je rappelle très vite. Premièrement, il protège l'étendue du pouvoir réglementaire et de la juridiction administrative contre les empiétements indus du législateur. Deuxièmement, il veille au respect de l'étendue de ce pouvoir réglementaire lorsque le législateur fait des délégations qui affaibliraient les conditions de fond de la production environnementale. Je l'ai dit, il requalifie en mesure de programmation une disposition législative qui voudrait valider cette notion d'intérêt public majeur et paralyser l'action administrative. Il veille au respect du principe de la légalité des délits et des peines. Il donne une valeur contraignante aux principes, notamment aux articles 1er et 3 de la charte au fil de ces décisions. Par exemple, lorsque le législateur veut faire échapper les piscicultures à toute contrainte environnementale ou réautoriser l'usage des néonicotinoïdes. Et puis enfin, il censure tous les cavaliers législatifs qui sont de plus en plus nombreux, où les parlementaires raccrochent à une loi en cours d'examen des amendements. Et ces deux lois comportent aussi un très grand nombre d'annulations pour ce motif. Donc voilà en quelques mots c'est ce qu'on peut tirer de ces décisions du Conseil constitutionnel. Donc je conclurai sur ce point en disant que je trouve qu'elles ont été importantes en 2025 parce qu'elles confirment que le changement de la présidence du Conseil constitutionnel n'a pas altéré sa jurisprudence de fond sur tous les sujets couverts. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que l'histoire n'est pas terminée, puisque dès que la décision du Conseil constitutionnel a été rendue, plusieurs syndicats agricoles et parlementaires ont expliqué qu'ils allaient représenter une proposition de loi qui tienne compte des objections du Conseil constitutionnel pour repasser en force en respectant ces contraintes. Donc l'histoire que nous abordons n'est pas finie et donc nous risquons de voir réapparaître, puisqu'une proposition de loi à cet effet vient d'être à nouveau déposée, ces questions dans les semaines ou les mois qui viennent, mais les autres intervenants vont compléter cette analyse sous des angles d'attaque complémentaires. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation très intéressante du décryptage. Donc, pour rappel, le décryptage est disponible sur le site internet pour ceux qui veulent le connaître plus en détail. Donc je vais rebondir dessus, de voir que le Conseil constitutionnel a réussi, en tout cas, à maintenir des droits, protéger l'environnement et la population, et en s'appuyant sur des avancées du droit de l'environnement des dernières décennies. Donc notamment la Charte de l'environnement de 2005, qui a valeur constitutionnelle et qui dispose de plusieurs avancées, notamment le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé, aussi le droit de participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, ainsi qu'aussi le principe de non-régression, qui, lui, date d'une loi de 2016, donc qui fait partie du Code de l'environnement, mais qui n'a pas de valeur constitutionnelle. Donc, on voit que sur les dernières décennies, il y a eu des avancées dans le droit de l'environnement assez importantes. En revanche, il semble que le vent commence à tourner, notamment dans les politiques telles qu'elles sont menées. On peut se poser la question, est-ce que c'est aussi le cas parmi le grand public, notamment au vu du succès de la pétition contre la loi du plomb, donc ce qui permet de dire que les sujets environnementaux, notamment sanitaires, restent très importants pour la population. Donc, je vais recueillir donc l'avis des trois intervenants là-dessus. Donc, quel est votre regard sur la situation et dans quelle direction va-t-on quant au droit de l'environnement? Donc, on va commencer par Frédéric, ensuite ce sera Marine, puis Arnaud. Donc, Frédéric, je vous redonne la parole. Alors, vous avez raison de dire que le vent semble tourner en matière de droit de l'environnement. D'abord, je crois qu'il y a un contexte international défavorable. Le retour du président Trump avec son deuxième mandat confirme la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et de certaines organisations internationales. Tout ceci s'accompagne d'un retour de la guerre commerciale entre les nations. Et donc, dans ce contexte, l'écologie est parfois présentée comme un handicap dans la concurrence internationale, ce qui suscite deux réactions. La première,
c'est de mettre des mesures de protection à l'entrée et de taxer les importations qui ne répondraient pas aux exigences environnementales. C'est le mécanisme d'ajustement aux frontières qui est par exemple projeté par l'Union européenne. Et la deuxième réaction, ça consiste à baisser le niveau d'exigence des normes pour regagner en compétitivité prix. Et donc, nous avons aussi l'exemple au niveau de l'Union européenne, dans le cas des processus de simplification en cours, un certain nombre de textes, de règlements européens notamment, voient leurs contraintes diminuer dans cette optique. Alors, outre le contexte international, je crois qu'il y a une composante également nationale propre à la France dans ces régressions du développement durable. Donc, la première, qui est une tradition française technocratique, consiste à imposer des nouvelles normes environnementales sans prendre en compte par avance les impacts sociaux de ces mesures. Ça rappelle le phénomène des gilets jaunes. Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis de ceux qui pensent qu'on doit raisonner en termes de transition juste et qu'il faut prendre dès le début en compte les impacts sociaux des normes environnementales pour ne pas pénaliser les groupes sociaux les plus vulnérables. Et donc, en ce moment, faute de prendre en compte ces impacts sociaux, il y a bien un backlash environnemental et qui est accentué par des partis populistes. Alors, le deuxième élément propre au contexte français, mais je vais très vite parce qu'il rejoint des choses que vous avez dit dans votre présentation, c'est que je suis un adepte de la thèse de Max Weber sur les rapports entre la politique et le savant et que l'idéal est aussi d'éclairer la décision politique publique par ce qu'apportent les savants. Or, en France, en général, les projets de loi et de décrets sont rédigés par des technocrates qui ont peu de lien avec le milieu scientifique et je crois que c'est aussi un problème que l'on n'a pas bien résolu dans notre pays. Troisième aspect, et c'est cela, ça tient à la gestion publique budgétaire. L'environnement fait partie des mesures d'économie dans lesquelles les gouvernements tapent en priorité avec quelques autres. Et je prends l'exemple des diminutions des crédits du Fonds vert en 2024 ou de MaPrimeRénov' en 2025. Donc on voit bien également que nous avons une logique budgétaire à l'action publique qui se dit ben, on peut couper les mesures environnementales sans problème pour faire des économies publiques. C'est aussi une sorte de mimétisme contre lequel on devrait lutter. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour votre regard sur la situation. Donc je passe ensuite la parole à Marine. Oui, je vais pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit et que je partage en partie. J'apporterai quand même une réserve de mon point de vue sur la réalité du backlash environnemental, puisque tout dépend ce que l'on regarde, hein. C'est souvent comme ça d'ailleurs pour l'ensemble de ce qu'on observe. Mais selon le point de vue que l'on adopte, c'est sûr que si l'on se fie au discours politique de certains partis, et pas de tous, hein, on voit effectivement arriver une remise en question du droit de l'environnement comme un moyen voilà, de permettre le bon usage de la nature. Mais si on observe d'autres choses, si on observe notamment certains sondages là, qui ont pu être réalisés, je pense notamment à celui qui a été fait par le réseau Action Climat, où ils sont allés sonder d'autres acteurs, donc pas des acteurs politiques, des personnes, sur leur rapport à l'environnement. On voit qu'au contraire, en fait, les gens demeurent en attente de régulation environnementale et sont plutôt favorables à l'adoption de mesures. Donc je pense qu'il faut peut-être faire attention quand on parle de ne pas trop intérioriser la réalité de ce backlash a priori. Après, plus généralement, sur ce mouvement autour du droit de l'environnement, moi je suis juriste, donc je vais prendre le point de vue mon point de vue à moi. J'observerai deux mouvements qui apparaissent un peu contradictoires et qui me paraissent relever une sorte de polarisation du discours, elle-même révélatrice d'un problème. Donc voilà ce que je vais essayer de dire très vite. La première chose, c'est que ce qu'on peut observer, c'est une demande de plus de droit de l'environnement. En fait, paradoxalement, il y a une demande de droit de l'environnement, il y a une demande de droit. Alors, une demande soit de faire évoluer le droit de l'environnement dans un sens plus favorable à l'environnement, soit au contraire d'essayer de desserrer certaines de ces normes. Il m'apparaît quand même qu'il y a aussi une évolution du côté des associations sur la manière de demander du droit de l'environnement, de demander la meilleure application des normes issues, qui permettent la protection de la nature.
puisqu'on a de nouvelles types d'actions qui se déploient un petit peu dans tous les contextes nationaux et internationaux, qui visent à contester non plus justement la mauvaise application du droit de l'environnement, mais plutôt les politiques publiques environnementales au sens large, pour réclamer justement des pouvoirs publics une action qui soit plus efficace en vue d'assurer la protection de l'environnement. Il me semble que cette demande de droit aussi, on la voit surgir de la part d'autres mouvements désobéissants, hein, puisque ça aussi c'est assez documenté par la littérature en sciences sociales, qu'en réalité la désobéissance civile, elle exprime une demande de droit et elle assume justement de se soumettre au droit, puisque quand on déclenche une action de désobéissance, on sait qu'on devra rendre compte dans un espace spécifique, qui est un espace de justice, donc un espace de droit. Et donc là aussi, on voit ces mouvements un peu cohabiter ces dernières années, et ça me paraît plutôt traduire une permanence, en tout cas, du côté des mouvements de protection de l'environnement, de la croyance dans la capacité du droit justement à permettre une meilleure protection de l'environnement. Après, au niveau des contestations, effectivement, elles existent aussi. Et ces contestations, elles me paraissent intéressantes dans ce qu'elles renvoient de la polarisation des discours sur l'environnement, justement, et le fait qu'un grand principe, donc le principe d'intégration, n'est absolument pas acclimaté dans les discours, puisqu'on joue une opposition en permanence qui serait celle du productivisme, avec différents types de déclinaisons d'un côté, et de l'autre côté on pourrait dire l'écologisation, ou l'écologie, qui serait quelque chose de différent du productivisme. Et cette manière de penser, de polariser les discours, m'apparaît mettre en échec ou signer l'échec, en tout cas, de la pénétration du principe d'intégration, qui au contraire est un principe très important en droit de l'environnement, qui conduit à penser qu'il faut mettre l'environnement partout comme une composante de chaque politique. Et de mon point de vue, on a cette difficulté de façon patente qui ressort dans tout un ensemble de discours qu'on peut entendre en ce moment autour justement des excès ou des insuffisances du droit de l'environnement. Et de ce point de vue-là, même la structuration, je dirais, de l'administration de la protection de l'environnement, puisque en France, comme pour beaucoup, c'est l'administration qui assure les politiques, qui met en œuvre les politiques publiques environnementales, et qui concrètement assure du coup la protection, la concrétisation de la protection du droit de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé. Cette forme même de l'administration, elle me paraît révéler cette difficulté, et je pense qu'ici l'institution préfectorale, pour moi, elle est un peu au cœur du problème, ou en tout cas, elle exemplifie cette difficulté, puisque l'institution, donc le préfet, le chef de l'administration déconcentrée de l'État sur le département, il incarne le gouvernement à l'échelle du département, et donc il est censé arbitrer les intérêts. C'est cette idée qu'on va avoir, il a des polices de l'environnement, puis il a d'autres types de missions de développement économique qui sont un peu segmentées, et il est censé faire l'arbitrage entre tous ces intérêts, à l'instar de ce que fait le gouvernement, ce qui renvoie, vous voyez, à ce que je vous disais au départ, qui est cette segmentation en fait, qui tient à la manière dont le droit est construit, aussi la manière dont les institutions se sont emparées de ces droits et dont elles fonctionnent. Donc voilà, de mon point de vue, il y a quand même une réflexion sans doute qui serait intéressante à avoir. Alors, elle a déjà eu lieu dans certains pays. On a notamment défendu que l'environnement devait être confié à un défenseur des droits spécifiques, mais ça ne résout pas mon problème de départ, celui que j'identifie moi, c'est-à-dire l'intégration, parce que là, on sort du coup l'environnement de ce qui peut être une manière de le protéger, on pourrait en discuter, mais voilà, c'était pour faire vite ce que je voulais dire. Merci Marine, c'était très intéressant. Donc Arnaud, je vous laisse rebondir. Bonjour, merci à la Fabrique écologique, merci à vous, Mathilde Bacas, je vois Lucille Schmitt que je salue, et Arthur d'avoir organisé ce webinaire. Merci aussi aux experts du droit de l'environnement, il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui. Je vois Florian Savonito, je vois Marine Esquerdo, je vois également Rémi Radiguet. Pardon aux autres de ne pas pouvoir citer tout le monde, enfin ça fait plaisir. Et dans ce contexte parfois un peu morose, je trouve que le fait de voir de plus en plus de juristes en droit de l'environnement qui sont issus des facultés qui proposent des formations en droit de l'environnement, c'est vraiment un motif de contentement, d'espoir très positif dans la circonstance actuelle. On rebondira plus précisément, je pense, sur la note de Frédéric Tiberghien que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans la troisième partie, parce que j'aurais des choses à dire sur cette décision du Conseil constitutionnel. Sur le backlash écologique de manière générale, Marine Fleury a absolument tout dit. Je la remercie sur ce paradoxe entre la demande de droit qui est constante, effectivement. Il ne faut pas l'oublier
rappelé qu'elle est très importante. L'évolution aussi du mouvement associatif, que je suis avec attention depuis longtemps, vu mon grand âge. Mais effectivement, elle est aussi très, très intéressante, cet appel au droit. Je trouve que c'est aussi un motif d'espoir et de contentement. J'apporterai juste ma petite pierre sur la nature des régressions aujourd'hui. Il me semble que on a deux types de mouvements de régression. On a un mouvement de haine de l'environnement, hein, donc avec des propositions notamment législatives, type loi du plomb, qui sont clairement des mesures parfois climato-sceptiques, hein, très concrètement. Par exemple, lorsque le Rassemblement national, malheureusement aidé par le gouvernement, propose de remettre en cause l'objectif qu'on appelle facteur 4 à l'article 100-4 du Code de l'énergie, c'est-à-dire cet objectif de diviser, de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, qui est aujourd'hui une obligation impérative pour l'État français, qui demain pourrait n'être qu'une obligation de moyens. On devrait tendre vers cet objectif. Voilà, c'est un exemple très clairement de remise en cause d'avancées dans le domaine du climat. On les a aussi dans le domaine de l'agriculture. Frédéric Tiberghien l'a très bien dit, avec cette loi du plomb, qui était absolument irrationnelle. Mais ces mouvements, on va dire, ces mesures clairement anti-environnementales, heureusement, suscitent encore l'indignation. Je confère la pétition avec 2 millions de personnes qui se sont opposées à cette loi du plomb. Je trouve qu'il y a encore une réaction, une réactivité. Ce qui me fait plus peur, c'est le deuxième mouvement de régression qui est lié à l'indifférence, à l'oubli de l'environnement. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de décideurs publics, politiques, parce que je n'aime pas du tout mettre en cause la haute administration. On a vraiment un problème avec des politiques conservateurs, voire clairement réactionnaires de droite et d'extrême droite, qui simplement s'en foutent. Hein, c'est pas du backlash écologique, c'est de l'oubli de l'environnement. Et lorsque ils ont des propositions à faire, ils ne vont pas du tout intégrer la question de l'environnement à leur raisonnement, à leur réflexion. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce mouvement d'oubli de l'environnement est favorisé par le fait qu'on a organisé l'État, on a organisé nos politiques publiques en silos. Hein, c'est ce que disait notamment Marine, et je ne fais qu'appuyer sur ce point-là. On a l'environnement d'un côté et on a les autres thématiques de l'autre. On a essayé de résoudre ce problème en 2007 avec la création du super ministère de l'écologie confié à Jean-Louis Borloo. Malheureusement, on est resté sur un ministère parmi d'autres et on est resté avec un environnement qui n'est qu'un chapitre du livre et encore pas le premier. Hein, le premier chapitre du livre, ça sera clairement la demande de sécurité, la réflexion sur l'économie, le déficit, etc. Mais ça ne sera pas l'environnement. Et on voit même que dans le débat public, dans le débat médiatique, la manière dont une partie de la presse, pas toute bien entendu, je salue Action Environnement qui est là parmi nous notamment, eh bien, l'environnement, ce n'est qu'un chapitre, ce n'est qu'un supplément d'âme quand on y pense. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on ne progresse pas suffisamment en matière environnementale. Pour y répondre, je ne fais à nouveau que confirmer ce qu'a dit Marine Fleury. Il nous manque un principe qui pourrait être déduit de l'article 6 de la Charte de l'environnement, c'est le principe d'intégration. Juste un rappel historique, cette Charte de l'environnement dont nous fêtons le 20e anniversaire, dans son premier discours à Orléans et à Avranches aussi, Jacques Chirac parlait de ce principe d'intégration. Il indiquait que l'environnement ne progresserait pas si l'environnement restait un chapitre parmi l'autre du livre des politiques publiques. Il fallait que l'environnement soit à l'origine de toutes les décisions publiques. Il faudrait qu'on soit capable de peser ou trébucher des considérations environnementales, toutes les lois, tous les décrets, toutes les mesures réglementaires ou individuelles que prend l'État, à la fois dans son Parlement et dans son administration. Ce principe d'intégration existe en droit de l'Union européenne, mais en droit français, il n'a jamais été traduit concrètement. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on ferait un pas considérable le jour où nous aurions la possibilité de faire de l'intégration une réalité. Alors, il y a eu une toute petite tentative qui n'a pas duré avec la création du secrétariat général à la planification écologique. On voit ce qu'il est advenu de cette institution qui aujourd'hui a perdu malheureusement toute capacité d'influence et dont le pilote n'est même plus membre du cabinet du Premier ministre. Mais c'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait une réflexion à avoir sur comment faire en sorte que l'environnement ne soit pas simplement un code, un ministère, d'ailleurs l'un des plus faibles parmi d'autres, mais au contraire qu'il soit au fondement, à la racine de toutes les politiques publiques, de toutes les autres administrations. Et de ce fait-là, on pourrait exaucer le vœu de Jacques Chirac à l'époque, qui n'était pourtant pas un grand écologiste, mais qui avait propulser les travaux sur la charte de l'environnement avec cette idée de faire de l'environnement quelque chose de central, pas juste une branche de l'arbre, mais une racine, en faisant évoluer jusque dans le bloc de constitutionnalité cette charte de l'environnement. Pardon, j'ai été trop, mais je voulais juste
appuyer le propos de Marine Fleury, que je trouve très juste. Merci à vous trois. Non, c'était pas du tout trop long, Arnaud. On est parfaitement dans les cordes. Donc, merci pour cet apport très intéressant. Donc, moi, ce que je comprends, et d'ailleurs, pour revenir peut-être un petit peu sur le principe d'intégration, et ça correspond totalement à la ligne politique qui est portée par la Fabrique écologique. C'est-à-dire que l'environnement, c'est pas quelque chose de périphérique, comme le social, c'est pas quelque chose de périphérique, et c'est un ensemble, un prisme au travers duquel toutes les politiques, tout notre projet de société doit être regardé. Et donc, on est complètement d'accord avec ce principe d'intégration. J'entends aussi, et nous aussi on le voit, donc cette demande de droit qui est importante dans la population, par le milieu associatif, et pourtant on voit qu'il y a des reculs aussi bien environnementaux que sociaux, d'ailleurs. Je pense que c'est intéressant de lier les deux, de voir in fine ce que c'est pas un recul finalement de l'intérêt général et la mise en avant d'intérêts particuliers. Et donc, si on l'applique au droit de l'environnement, on voit qu'il semble quand même fragilisé, et à mon sens, via deux angles. Donc, on a parlé de l'état du droit de l'environnement. On voit qu'il y a de nombreux reculs. Donc, à l'échelon national, il y a la loi du plomb, la loi d'orientation agricole, la loi de simplification de l'urbanisme, dont on reviendra en fin de webinaire, suite à la décision du Conseil qui a été rendue hier. À l'échelon européen aussi, hein, on voit la CSRD, la CS3D qui est petit à petit détricotée, donc un recul environnemental important. Donc ça, c'est l'état du droit, ce que contient le droit. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a des reculs, des attaques contre l'état de droit en tant que tel, donc tel que c'est dit dans le décryptage, notamment la méconnaissance volontaire du législateur par rapport à la constitutionnalité, et donc mettre des articles dans la loi qui sont de facto incompatibles avec la Constitution, et c'est su par le législateur, le fait qu'il y ait des attaques contre le pouvoir réglementaire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre regard par rapport à ça. Est-ce que votre inquiétude se porte à 50-50 sur l'attaque contre l'état de droit et l'état du droit, ou est-ce que pour vous, il y a un angle d'attaque ou de recul qui est plus inquiétant? Et donc, ce sera Marine qui va commencer à s'attaquer à cette question. Oui, je pense que les deux sont inquiétants. Enfin, c'est difficile de hiérarchiser hein, entre les attaques de l'État du droit et de l'État de droit. Et ce que je voudrais remettre en perspective, c'est peut-être déjà rappeler la différence qu'on fait entre ces deux termes, parce que c'est vrai que dans le débat public, ce sont deux termes, cette distinction, il me semble que c'est Bruno Retailleau hein, qui l'avait mise en exergue. Elle repose en fait sur des notions qui sont très partagées par les juristes, mais peut-être moins par les personnes qui ne sont pas des juristes ou différemment. C'est assez polysémique et chacun y met un petit peu sa chose. Donc pour clarifier juste mon propos, dire que pour moi, quand je parle de l'état de droit, en fait, je parle d'une forme d'organisation d'un système juridique, c'est-à-dire la manière dont un État produit du droit. D'accord? C'est ça l'état de droit, cette première représentation de l'état de droit, c'est ce qu'on, nous les juristes, on appelle l'état de droit au sens formel. Et son principe de fonctionnement, c'est que pour être une règle juridique, une règle doit être produite selon les conditions qui sont définies par une norme, par une règle supérieure. Et que si jamais la règle inférieure ne respecte pas la règle supérieure, eh bien, elle ne peut pas être considérée comme une règle juridique. Et cette logique-là du fonctionnement hein, de l'ordre juridique suppose l'intervention d'un acteur qui est le juge pour reconnaître les hypothèses dans lesquelles justement eh bien, la règle produite, la règle inférieure n'est pas conforme à la règle supérieure. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort hein, entre la justice hein, et son rôle et l'état de droit d'une part, ça c'est au sens formel. Au sens matériel, il y a une autre définition de l'état de droit qui existe et qui concerne cette fois un ensemble de valeurs juridiquement protégées dans le cadre de certains États qui sont en réalité des États démocratiques ou en tout cas qui répondent à une certaine idée de la démocratie qui est la démocratie libérale au sens politique hein, du terme, c'est-à-dire un État dans lequel on reconnaît aux individus et aux groupes un ensemble de droits et de libertés d'une part et d'autre part un État qui fonctionne pour assurer en quelque sorte la modération du pouvoir sur la base d'un principe d'une part de séparation du pouvoir et d'autre part de garantie des droits. Voilà, donc c'est comme ça qu'on définit, nous les juristes, je pense que c'est important de le dire parce que souvent on entend un petit peu des choses qui ne sont pas tout à fait conformes. Et donc l'état du droit, il est directement dépendant de l'état de droit. Si vous êtes dans un état de droit au sens matériel, forcément l'état de votre droit, eh bien, il va être plus ou moins respectueux des droits et des libertés fondamentaux des personnes. Donc
Donc les deux sont étroitement liés et la distinction qui était ainsi proposée me paraît un petit peu étonnante, critiquable. S'agissant de la matière environnementale, ce qui me paraît en général inquiétant, ce sont les remises en cause de l'état de droit, qu'il s'agisse à travers les remises en cause de la justice. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la justice, elle est fondamentale puisqu'elle assure à la fois la garantie des droits des individus et des groupes, mais elle assure aussi la garantie du droit, c'est-à-dire la capacité de produire des règles conformes à des règles supérieures. Donc elle a ces deux vocations. Et ces remises en cause qui ne concernent pas malheureusement que la matière environnementale se sont notamment exprimées pour la matière environnementale, et ça me paraît être une alerte assez sérieuse qui montre que on pensait être dans une étape de consolidation démocratique. C'est vrai que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on vivait un peu nous en Occident dans l'idée qu'on en avait fini avec notre histoire démocratique, qu'on était dans une étape de consolidation et qu'on irait toujours vers le mieux. Ce que l'on observe au contraire, c'est voilà, dans plusieurs espaces européens, des formes de déconsolidation de cet idéal démocratique, qu'il s'agisse de remettre en question les droits des personnes ou les garanties, les modes de production même du droit avec la place des juges. Donc ça m'apparaît être très, très, très préoccupant, et ça concerne malheureusement pas que l'environnement, mais notamment ici, je trouve que j'ai beaucoup lu avec beaucoup d'intérêt, et je recommande cette lecture, le travail qui a notamment été fait par Julien Talpin, et qui concerne d'ailleurs la matière environnementale indirectement, sur le rapport de l'État aux associations depuis justement, notamment avec un tournant, selon eux, avec l'adoption de la loi dite luttant contre le séparatisme, à travers la régulation de l'octroi du subventionnement public par le droit, justement. Et ça m'apparaît être très inquiétant, puisque justement, la matière environnementale, une de ses spécificités, je vois le commentaire, mais j'y répondrai plus tard, peut-être dans la discussion. Une de ses spécificités, c'est de donner une place très importante à la société et aux personnes, en fait, dans l'élaboration, comme des agents et des agentes de protection de l'environnement aux côtés de l'État. Et donc, voilà, et on observe ces mouvements aussi qui concernent la matière environnementale, et ce livre qui documente ces atteintes me paraît particulièrement inquiétant sur notre état de droit au sens matériel. Voilà. Merci beaucoup, Marine, c'était très intéressant. Arnaud, si vous voulez continuer là-dessus. Ça ne vous étonnera pas si je vous dis que je suis de nouveau d'accord avec ce que dit Marine Fleury. Je distinguerai deux niveaux dans l'affaiblissement de notre état de droit et de notre état de droit de l'environnement, puisqu'effectivement, il y a clairement des attaques, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il n'y a pas que de l'indifférence au droit, il y a aussi des attaques contre le droit de l'environnement, des régressions, on l'a vu au niveau européen très très récemment. Mais il y a deux niveaux. Il y a le niveau, on va dire, purement démagogique, c'est-à-dire des politiques qui désignent le code de l'environnement comme un bouc émissaire et qui espèrent, grâce à cela, que les choses iront mieux si on s'en prend au code de l'environnement. On en parlera tout à l'heure, mais la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement est un exemple parfait. Aujourd'hui, le secteur de la construction connaît une vraie crise économique, mais faire croire que parce qu'on va réduire les délais de recours ou parce qu'on va interdire à des associations de faire des recours, donc on dépend de coût d'urbanisme, on va régler la situation, c'est de la démagogie pure et dure. On a 20 ans de loi de simplification derrière nous, dont l'effet premier, il y a un rapport excellent de France Nature Environnement sur ce sujet-là, est en général de complexifier le droit, c'est-à-dire de produire l'effet inverse, exactement inverse à celui recherché par le politique. On désigne le code de l'environnement comme le bouc émissaire et on va continuer à l'épaissir avec des dispositions que personne n'arrive à lire. Un exemple parfait, par exemple, c'est la loi de Bruno Le Maire sur l'industrie verte. Si quelqu'un a compris comment cette loi simplifie la présomption de la raison impérative d'intérêt public majeur de certains projets, je suis preneur, parce qu'en réalité, au quotidien, ça n'a absolument rien changé et ça ne fait que complexifier la situation. Donc il y a à la fois des propositions démagogiques, effectivement, d'atteinte au code de l'environnement qui produisent l'effet inverse de celui recherché, mais l'autre niveau qu'il faut bien voir, qui est insidieux et dont on parle peut-être un peu moins, c'est qu'il y a un moyen très très simple de s'en prendre au code de l'environnement. C'est pas tellement d'utiliser le droit contre le droit de l'environnement, c'est d'utiliser tout simplement l'arme des finances publiques. Aujourd'hui, vous avez une administration qui n'a pas les moyens matériels et humains de son action. Vous avez eu des remises en cause en début d'année dernière extrêmement graves
des rares agents de la police de l'environnement. Je pense évidemment à l'Office français pour la biodiversité, qui assure une mission de police qui est maintenant devenue dangereuse pour eux. Que le Premier ministre lui-même désigne, mette une cible sur certains agents de l'État et nous indique que le problème viendrait d'eux et de leur éventuel port d'armes et non pas d'un certain nombre de délinquants, c'est totalement inacceptable. Et puis la question des moyens matériels et humains se pose évidemment, là je parle comme avocat, de la justice. Très concrètement aujourd'hui, les moyens humains et matériels d'abord sont disproportionnés entre les parties elles-mêmes, bien évidemment. Vous avez un certain nombre de lois où on a l'impression que le parlementaire écrit en pensant que toutes les entreprises sont des grandes entreprises qui sont dotées de grands services juridiques, ce qui n'est pas le cas. Et donc, pour des TPE, PME, il y a une véritable difficulté d'accès au droit de l'environnement. Évidemment, c'est la même chose pour les associations qui ne disposent pas notamment de l'accès à l'expertise dont peut bénéficier aussi d'autres parties à l'inverse. Et puis, je ne parle pas des chiffres consternants qui sont régulièrement donnés par le ministère de la Justice sur le nombre d'infractions environnementales telles que sanctionnées, incriminées par le Code de l'environnement ou le Code pénal, qui aboutissent effectivement à un procès. 96% de ces infractions ne donneront jamais lieu à un procès. Et donc aujourd'hui, effectivement, on entretient une forme d'impunité, faute de moyens humains et matériels donnés aux juges. Alors c'est très bien d'avoir créé des pôles spécialisés en matière environnementale, mais il n'y a pas très longtemps, dans un colloque à Montpellier, j'entendais encore un magistrat qui nous disait que oui, on a créé un pôle, mais on n'a pas augmenté les moyens qui sont dédiés à ces pôles auprès des cours d'appel pour pouvoir poursuivre les infractions environnementales. Donc voilà, il y a deux dangers du point de vue de l'état de droit. Il y a la critique directe et l'élaboration de mesures démagogiques, mais il y a aussi la question financière qui est importante. Il faut que les finances publiques soutiennent l'exécution du droit de l'environnement. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup Arnaud. Donc, Frédéric, Merci. Alors, moi, je on vais vous me écoute. concentrer sur les reculs du droit de l'environnement avec deux observations. Oui, je suis inquiet, alors pour deux raisons. La première, c'est que ces reculs viennent à un mauvais moment. Et je reprends deux points là-dessus tout à fait fondamentaux. Premièrement, les nouvelles sont mauvaises en ce qui concerne le réchauffement climatique. Tant il y a la COP de Belém, donc on est aujourd'hui à plus de 2,5 degrés, donc très au-delà de l'accord de Paris, et on voit les conséquences s'aggraver. Donc choisir d'opérer des régressions à ce moment est tout à fait inapproprié. Deuxième exemple, c'est effectivement les pesticides et la qualité de l'eau. C'est un sujet de préoccupation qui monte et qui est majeur. Et le Salon des maires, qui vient de se terminer, a donné une large place à ce sujet. C'est aussi une question de santé publique et de droit à un environnement sain. Donc, on choisit une mauvaise période pour procéder à ces reculs, alors que, à travers ces deux exemples, on voit bien que les performances sont médiocres, que l'action est insuffisante et donc on devrait au contraire faire plus et pas faire moins. Bon, la deuxième raison, mais ça ne surprendra personne, c'est que je crois qu'en matière environnementale, on a besoin de prévisibilité et de stabilité de la norme. Alors, je prends un exemple que je trouve extrêmement illustratif de la bonne manière d'appréhender les questions d'environnement, c'est l'interdiction des véhicules thermiques à l'horizon 2035 qui a été décidée il y a quelques années au stade de l'Union européenne. Alors, je crois que c'est le type même de mesure excellente qui est donné une visibilité à long terme aux acteurs économiques qui ont besoin de temps pour s'adapter et se préparer. Alors, en matière automobile, tout le monde le comprend, il y a des investissements considérables à réaliser. Il faut changer de technologie. Donc, par exemple, ça pose la question, est-ce qu'on est capable de faire des batteries pour stocker l'électricité? Il faut organisation, il faut reformer le personnel, il faut aménager un changement fondamental pour ce qu'est la nature de la réparation automobile. Donc on voit bien à travers cet exemple qu'effectivement l'action environnementale a besoin de vision à long terme, de présider. Alors on en a besoin pour les entreprises, Arnaud l'a très bien dit, on en a besoin aussi pour les consommateurs et pour les épargnants. Et donc, quand il y a des reculs ou des modifications de calendrier, je crois qu'on perturbe également les citoyens qui ne comprennent plus les
publics et perdent confiance dans leur capacité à conduire les transitions de manière cohérente. Et ce faisant, je crois qu'ils accroissent les fractures dans l'opinion publique et accroissent la montée du populisme en décrédibilisant les politiques environnementales de long terme et en rendant plus problématique leur acceptabilité. Donc, moi, je suis par principe contre ces reculs environnementaux improvisés pour ces deux raisons fondamentales que j'ai rappelées. Et donc, je crois que toutes les organisations qui soutiennent l'environnement devraient faire siennes ces revendications, besoin de visibilité à long terme et stabilité de la norme, et on n'admet pas des reculs improvisés à tout moment. Voilà une position que je crois nous devons tous défendre. Merci Frédéric, merci à vous trois pour vos interventions là-dessus. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des attaques contre le droit de l'environnement. On voit qu'il y a des reculs, aussi bien à l'échelon national, à l'échelon européen, à l'échelon international. Et donc, il y a besoin de protéger ce droit, qui est beaucoup utilisé par les associations et qui est un vrai levier pour éviter certains reculs. Le Conseil constitutionnel est un des remparts, et donc notamment par rapport à la loi du plomb et à la loi d'orientation agricole, donc, telle que présentée au début du décryptage, donc a permis de limiter les reculs environnementaux. En revanche, le Conseil constitutionnel rappelle aussi qu'il n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de la nature de celui du Parlement. Il va juste se positionner par rapport à la conformité à la Constitution des lois votées par le Parlement. Donc, deux questions par rapport à ces deux lois et aux décisions donc respectives du Conseil constitutionnel. À votre avis, est-ce que le Conseil constitutionnel aurait-il pu faire plus, notamment la position qui est défendue dans le décryptage, en citant notamment que le Conseil constitutionnel aurait pu se référer à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2023, qui interdit de déroger au règlement européen? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet de ma question, c'est plus généralement, et on l'a déjà couvert jusqu'à présent, que pourrait faire le droit au vu des enjeux environnementaux? Parce qu'on n'a pas eu de rappel des enjeux environnementaux, je pense que tout le monde est au courant, mais on ne va pas dans la bonne direction sur l'ensemble. Bon, récemment, donc, il y a à peu près un mois et demi, la 7e limite planétaire a été dépassée. Donc les enjeux environnementaux sont importants, les enjeux sociaux sont importants, et on voit aussi que les réactions politiques et l'émergence de l'extrême droite, de gouvernements à tendance fasciste dans beaucoup de pays, c'est aussi le reflet, je pense, de ces inquiétudes à la fois environnementales et sociales, et de l'absence d'actions concrètes et d'envergure dans les politiques publiques. Donc voilà, donc, question en deux temps. La première, le Conseil constitutionnel aurait-il pu faire plus par rapport à ces deux décisions? Et plus généralement, que peut faire le droit au vu des enjeux environnementaux? Donc ce sera Arnaud qui va commencer à essayer de répondre à ces deux questions très vastes. Je vous remercie de le reconnaître, oui, parce que c'est effectivement très vaste. Alors, sur la décision du Conseil constitutionnel, je voudrais juste ajouter deux points qui me paraissent intéressants de relever dans cette décision d'août 2025 sur la loi du plomb, qui, encore une fois, réautorisait l'utilisation des substances néonicotinoïdes, un pesticide dangereux. La première, qui me paraît très intéressante dans cette décision, et qui est un reflet de la décision de la première sur ce même sujet des néonicotinoïdes du 10 décembre 2020, c'est que le Conseil constitutionnel procède à une analyse du risque. C'est très rare. Et en l'occurrence, il nous indique qu'il y a bien une incidence sur la biodiversité dans ces deux décisions. C'est un considérant qui est reproduit en termes nautique dans ces deux décisions, et ça me paraît important que le juge se prononce aussi sur la réalité et la nature du risque. Donc là, il est certain pour la biodiversité, il vient trancher un débat, puisque vous avez eu des marchands de doute qui ont envahi l'espace médiatique pour nous expliquer que non, pas du tout, les néonicotinoïdes, dans certaines conditions, n'étaient pas dangereux ni pour la biodiversité ni pour la santé humaine. Et le Conseil constitutionnel prend soin de préciser que ces produits induisent des risques également pour la santé humaine. Donc on voit qu'il y a un lien qui est fait entre l'environnement et l'homme, entre l'état de l'environnement et la santé humaine, et que le juge constitutionnel se prononce sur la nature du risque pour indiquer qu'elle est certaine. Un petit peu plus discuté pour ce qui est de la santé humaine, mais pour autant, il n'y a pas non plus, comment dirais-je, personne n'affirme, personne de sérieux, qu'il n'y aurait aucun risque pour la santé humaine. C'est plutôt sur l'intensité, la gravité du risque et les conséquences en cas de réalisation qui peuvent être discutées. Ça, c'est un point qui me paraît très important dans cette décision. La deuxième, c'est que le Conseil constitutionnel s'est fondé sur l'article 1er. Je trouve que c'est très intéressant. L'article 1er, c'est le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré. Et c'est un droit, on va dire, substantiel. C'est un droit
des êtres humains, hommes et femmes, dont bénéficient aussi les êtres non humains. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel, ce faisant, ne réduit pas le Code de l'environnement à des procédures. Parce que le problème du droit de l'environnement, c'est que bien souvent, on le réduit à des procédures aussi importante soit-elle. Évidemment, je parle sous contrôle de Mme Fleury en ce qui concerne la procédure de participation du public. Mais même la participation du public, ce n'est pas juste des mécanismes, c'est un objectif, c'est aussi une philosophie. C'est un projet de société, c'est un projet démocratique. Et donc, effectivement, il y a un risque parfois à ce qu'on réduise la question de l'environnement à une question de procédure. Et je trouve intéressant de ce point de vue que le Conseil constitutionnel applique cet article premier seul dans cette décision pour bien montrer qu'est en cause ici un droit de l'homme. Ça me paraît très intéressant. Le Conseil constitutionnel a une jurisprudence et je vous renvoie aux actes des colloques très importants qui ont été organisés cette année, notamment par Monsieur Savonito qui est parmi nous. Il y a eu plusieurs colloques organisés dans plusieurs universités, dont je trouve que la conclusion générale est notamment que le Conseil constitutionnel pourrait faire preuve d'un peu plus d'audace et très très prudent, paralysé par l'idée qu'on lui reproche cette idée de gouvernement des juges. On sent que c'est très important pour lui. Il pourrait appliquer la charte de manière un peu plus fréquente, notamment dans cette loi sur la simplification du droit de l'urbanisme et du logement. Sa décision d'hier soir n'applique pas la charte de l'environnement. Il s'en réfère à l'article 16 sur la séparation des pouvoirs, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Je pense qu'il aurait pu se fonder aussi sur l'article 7 de la charte de l'environnement relatif à la participation du public. La participation du public ne doit pas être une condition de recevabilité du recours devant le juge par la suite. Ça paraît assez évident, mais ça vaut mieux de le rappeler. Le Conseil constitutionnel, sa jurisprudence ne doit pas être jugée uniquement au regard du nombre de décisions par lesquelles il a censuré des dispositions législatives. Il y a des décisions par lesquelles il s'est prononcé sur le contenu du texte. Je pense à cette fameuse décision Michel Z de 2011, dont il a déduit une obligation de vigilance, qui est un texte, qui est une décision importante, qui sert dans d'autres contentieux, notamment sur le devoir de vigilance. Donc, le Conseil constitutionnel, certes, est un peu trop prudent, pourrait citer la charte plus fréquemment, peut-être parfois de manière plus ambitieuse. Je pense notamment au principe de précaution. Il aurait pu aller un peu plus loin dans sa décision, notamment sur la QPC qui visait la loi sur la fracturation hydraulique de 2011. Mais malgré tout, effectivement, sa jurisprudence est un levier parmi d'autres à utiliser. Sur le droit en général, évidemment, je n'aurai pas la prétention de régler le problème en 2 coups de cuillère à peau. Je vais m'en limiter à un aspect. Depuis le début, je ne voudrais pas que les plus jeunes, notamment, pensent que ça y est, c'est foutu, tout est noir, on est dans un contexte de backlash écologique, etc. Le constat est réel. Oui, il y a des régressions. Oui, il y a des attaques. Oui, il y a des populistes qui s'en prennent à l'état de droit et à l'état du droit de l'environnement aussi de concert. Mais il y a aussi des choses qui vont bien. Alors, vous me permettez de citer 2-3 exemples très rapidement. Et je pense qu'il est aussi important de parler des trains qui arrivent à l'heure pour montrer aussi ce qu'il est possible de faire. Ça donne de l'espoir et ça permettra aux étudiants de continuer à se tourner massivement vers les masters en droit de l'environnement. L'un des exemples, c'est par exemple tout ce droit des déchets qui a intégré la question de l'économie circulaire. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je rappelle que la Fabrique écologique est à l'origine d'un amendement qui nous a valu un nouvel article du Code de l'environnement, l'article 110-1-1, sur l'objectif de transition vers une économie circulaire. C'est un amendement de la Fabrique écologique auquel j'avais un petit peu contribué. Donc, c'est pour montrer aussi qu'il est tout à fait possible de faire progresser le droit. Et en matière d'économie circulaire, vous avez tout un ensemble d'éco-organismes, de sociétés, d'acteurs qui aujourd'hui travaillent sur la prévention et la gestion des déchets. Et oui, ça marche. Ça pourrait marcher beaucoup plus. On pourrait aller plus vite, notamment en matière de déchets du bâtiment, par exemple. On voit que l'État patine un peu. Mais malgré tout, il y a des réussites dans ce domaine-là. Le deuxième un dispositif très améliorable, mais malgré tout qui produit des effets, c'est celui des économies d'énergie. Le dispositif des certificats d'économie d'énergie, certes, connaît des mouvements de fraude. Il y a des délinquants qui essaient de s'en emparer. Cela étant, on va rentrer dans la 6e période en janvier, puisqu'il y a un consensus parmi les acteurs pour dire que c'est un dispositif qui est intéressant. Sur les espèces protégées, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une législation qui est restée un petit peu évanescente pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, même si au sein même des juristes en droit de l'environnement, nous ne sommes pas toujours d'accord, à titre personnel, il m'arrive parfois de défendre, enfin souvent même des projets d'énergie renouvelable qui sont exposés à des critiques sur l'application de la législation espèces protégées. Il n'empêche que le sujet aujourd'hui fait débat, est discuté devant le juge.
l'autruche progresse avec évidemment des inepties comme la loi Le Maire dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais malgré tout, le fait qu'on se saisisse de cette question aboutit aussi à des décisions de justice plus protectrices qu'avant sur cette question des espèces protégées. Ça me paraît aussi tout à fait intéressant. Voilà, mon propos, c'était juste de montrer que la Charte de l'environnement, elle permet de continuer à parler d'environnement, comme ce webinaire est l'occasion de le dire. Et puis, il y a des choses qui vont bien. Un mot de conclusion sur l'article 8 de la Charte de l'environnement, qui est pour moi l'un des articles les plus importants, c'est sur l'éducation à l'environnement. Il y a beaucoup d'enseignants parmi nous, à commencer par Marine Fleury. Je pense qu'effectivement, parler d'environnement, former à l'environnement, éduquer à l'environnement, que ce soit nos enfants, que ce soit nos collègues, que ce soit nos étudiants, faire en sorte que dans les entreprises, il y ait des formations à l'environnement, ça, c'est vraiment porteur de sens. Rappelez-vous la Convention citoyenne sur le climat, des personnes qui, au tout début, n'étaient pas instruites sur la question de l'environnement, qui le deviennent et qui deviennent assez ambitieux sur cette question-là. Lorsqu'on forme, lorsqu'on éduque, c'est le meilleur rempart contre les populistes, contre la démagogie, contre le n'importe quoi auquel on assiste aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud. Et effectivement, c'est toujours bien de souligner aussi ce qui va bien et les initiatives qui vont dans le bon sens, hein. Je pense que c'est vrai en droit, c'est vrai aussi en politique, hein, d'où l'intérêt de l'engagement. C'est aussi via l'engagement qu'on fait face de manière plus sereine à ces problèmes, aussi importants soient-ils. Donc, je vais passer la parole maintenant à Frédéric. Merci. Donc, moi, je voudrais dire, pour répondre à votre question, oui, le Conseil constitutionnel aurait pu faire plus sur la loi du plomb. Car il se trouve qu'il y a une décision très importante de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 janvier 2023 qui a statué sur l'application du règlement de 2009 sur les pesticides. Et dans ce règlement, il y a un article 53 qui permet aux États de déroger à l'interdiction de commercialiser ou de mettre sur le marché des produits dangereux pour la santé animale ou humaine. Et c'est le fondement juridique des dérogations qui sont encadrées à la fois dans leur portée et dans leur durée, puisque c'est limité à 120 jours par an. Et dans sa précédente décision, le Conseil constitutionnel avait validé ces dérogations en France, mais il n'a pas tenu compte, il n'a pas vu qu'il y a eu cette décision du 19 janvier 2023 qui constate qu'à partir du moment où l'Union européenne a pris des règlements d'exécution interdisant la commercialisation de certaines substances, les États membres, et en l'occurrence la question a été posée par la Belgique, ne pouvaient plus se fonder sur l'article 53 depuis l'année 2003 pour accorder des dérogations. Donc, mon analyse est que quand on lit correctement cet arrêt de la Cour de justice, ou ces paragraphes 49 à 54, on comprend, enfin, je comprends qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'accorder des dérogations pour des substances qui ont fait l'objet d'arrêtés, de règlements d'exécution qui interdisent leur mise sur le marché. Et donc, le Conseil constitutionnel n'a pas vu ou n'a pas identifié cette décision. Alors, je relève au passage que dans une de ses décisions précédentes, sur le fondement de l'article 88.1 qui prévoit la prévalence des accords internationaux sur les lois internes, il avait noté qu'au contraire, la dérogation était compatible au droit européen grâce à cet article 53, mais comme de mon point de vue, cet article 53 est maintenant paralysé, je pense qu'il aurait pu prononcer une interdiction définitive, notamment des néonicotinoïdes, sur le fondement de cet arrêt qui est postérieur à sa décision précédente. Et donc, je regrette qu'il ne l'ait pas fait parce que ceci aurait mis un terme à l'effet retour que nous allons avoir sur la nouvelle proposition de loi, car je crois que cette réglementation, que l'article 53 n'est plus susceptible de recevoir application pour ces substances. Alors, deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne me semble très importante sur deux points, parce qu'elle juge au paragraphe 48 que la protection de la santé humaine et animale, et notamment je pense à la protection des abeilles et de la biodiversité, doit primer, d'après le règlement de 2009, l'objectif d'amélioration de la productivité végétale.
Et donc là, on retrouve aussi une réponse à l'objection au conflit d'intérêts que j'avais souligné au début entre productivité agricole et protection de l'environnement. Donc le règlement de 2009 donne le primat aux questions de santé humaine et animale, doivent primer sur les exigences de productivité. Donc on a là aussi un acquis très important du droit européen. Et le deuxième point qui est contenu dans cet arrêt, c'est le point 49, qui là rejoint la question du rapport avec la science, puisqu'on disait on réintroduit, on n'a pas d'autre solution, et il n'est pas démontré que ces produits sont dangereux pour la santé animale ou publique. Le règlement et la Cour de justice au paragraphe 49 dit il faut démontrer avant la mise sur le marché que les produits phytosanitaires n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine ou animale, et donc on voit donc bien que la preuve doit être apportée avant la mise sur le marché, qu'il n'y a pas d'effet nocif, alors que nous avons tendance à considérer que tant que la preuve n'est pas rapportée, on peut autoriser. Il y a une sorte de présomption de conformité à l'état de droit. Et donc, je trouve aussi que ce point est fondamental pour les débats à venir, si tout ça revient. Et je signale dans la note de décryptage que de nombreuses études montrent précisément les dangers pour la santé animale et humaine. Et donc, une décision notamment récente du Conseil d'État qui date de cet été fait état également de ces dangers pour refuser d'annuler un recours des syndicats agricoles qui demandait à revoir la liste des produits interdits. Donc on a là deux éléments extrêmement puissants pour s'appuyer, pour renverser l'ordre d'examen des questions et dire, eh bien, il faut prouver d'emblée que les produits ne sont pas nocifs et non pas attendre que cette preuve soit apportée par la science. Alors, dernier point, troisième point pour répondre à votre question, ce que peut faire ou doit faire le droit ou le juge qui l'applique pour garantir le respect de l'environnement. Moi, je vois deux axes, mais je vais redire autrement ce qui vient d'être dit. Premièrement, donner son plein effet aux articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement pour cadrer l'action publique, et je rejoins ce qu'a dit Arnaud en particulier sur l'importance de ces articles 1er et 3. Le premier qui a été utilisé dans ces décisions du Conseil constitutionnel pour aligner des mesures législatives, et le troisième, parce qu'il guide, il encadre l'action publique en lui disant qu'il doit activer le levier de la prévention. Et donc, je le rejoins pour dire que si on veut faire progresser la défense de l'environnement ou sa promotion, il faut aussi s'appuyer sur l'article 3 parce qu'il met une obligation de prévenir les dommages environnementaux, notamment dans l'action publique. Donc, ça me paraît très important. Et le deuxième axe à privilégier, mais ça ne m'étonnera personne et je redis la même chose, c'est donner son plein effet au principe de participation du public à la décision environnementale éclairée par la science et par les études, car ça permet en particulier de vérifier en amont l'acceptabilité des mesures par les différents acteurs politiques, citoyens, associations, et puis surtout de vérifier l'adéquation des mesures prises à l'accompagnement social ou aux mesures de transition nécessaires. Donc, plus on fait participer en amont, plus on peut repérer à la fois les défaillances potentielles de la législation et puis surtout accompagner ces mesures environnementales qui relèvent le niveau des normes de mesures d'accompagnement pour les groupes sociaux vulnérables en les identifiant, et on réglerait ainsi beaucoup mieux beaucoup des difficultés qu'on rencontre dans la mise en œuvre des mesures environnementales si on mettait mieux l'accent sur ce principe de participation et de consultation en amont de la décision publique, particulièrement dans notre pays, compte tenu de la manière dont est organisée l'administration, dont sont organisés les pouvoirs publics et de la couplure entre les savants et les décideurs politiques. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup Frédéric. Et pour rebondir sur le dernier point, ça s'inscrit totalement dans les axes qui sont importants pour la fabrique écologique, comme j'ai dit en introduction, le côté démocratie, co-construction citoyenne, le fait que ce soit par tous pour tous, et je pense que c'est une condition importante pour répondre à l'intérêt général. Peut-être aussi un rapide commentaire sur donc, le Conseil constitutionnel qui est passé à côté de manière volontaire ou non de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui peut aussi amener à poser la question de sa composition, par des personnes de qualité plutôt politique que qualité juridique, de juristes. Donc je pense que c'est aussi un angle qui peut être intéressant. Et je vais passer la parole à Marine. Alors,
Moi, je suis très critique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, donc je préfère dire j'ai un biais peut-être de lecture. Et voilà, on rédige avec une autre collègue qui s'appelle Marianne Coandé une chronique depuis maintenant ça fait 4 ans qu'on l'a co-écrit en tout cas à la revue juridique de l'environnement. Et donc je vais rester un peu, enfin je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut écrire, mais je vais juste essayer d'expliquer pourquoi il y a, de mon point de vue, où se trouvent les problèmes. Ce qui est très discutable, c'est notre point de vue, enfin notre point de vue, mais à toutes les deux. Donc ça a été dit, on a une forme, ce qu'on observe en tout cas dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c'est une recentralisation, on pourrait dire, du contentieux et de sa manière de contrôler autour de l'article 1er, ce qui apparaîtrait a priori comme une bonne nouvelle puisque c'est l'article qui énonce le droit de chacun, de toute personne, hein, de vivre dans un environnement équilibré, respectueux de la santé. Et d'ailleurs, ça a été salué par beaucoup d'auteurs et d'autrices, le fait qu'on avait changé le statut de cette norme qui a été passée d'une norme à laquelle le Conseil lui-même avait un peu dénié la qualité de véritable droit à un véritable droit subjectif et dont on devrait tirer une amélioration de la protection de l'environnement. De mon point de vue, c'est pour l'instant en tout cas, ça ne s'est pas réalisé. Et ici, je voudrais le justifier de deux manières. La première manière, c'est de dire que l'obligation positive de protection qui pèserait sur les autorités publiques au titre de la concrétisation de ce droit est archi limitée. Moi, de façon un petit peu provocatrice, j'ai proposé de la qualifier d'une obligation de non-anéantissement du vivant. En fait, on peut déduire cette obligation positive de protection d'un ensemble de décisions qui ont été prises, puisque les seules fois où en fait le Conseil constitutionnel est venu censurer des textes, c'est lorsque aucune protection de l'environnement n'était envisagée ou que la combinaison des actions du législateur conduisait à supprimer toute forme de protection du vivant. Donc, ça m'apparaît être comme une obligation positive de protection qui, quand même, au niveau du type d'obligation qu'on peut imposer, est sur l'échelle la plus basse. Donc, de mon point de vue, et sans empiéter là non plus sur l'opportunité politique des choix faits au Parlement, il n'y a pas de discussion, mais il y a quand même un niveau de protection qui pourrait être un petit peu rehaussé. Alors après, c'est vrai que même ce langage que j'emploie n'est pas un langage qui est habituel dans la culture juridique française, puisque cette théorie des obligations positives, elle n'est pas issue de notre tradition constitutionnelle des droits fondamentaux, elle vient plutôt de la Cour européenne des droits de l'homme ou d'autres aires, comme la Cour constitutionnelle allemande. Mais bon, elle m'apparaît en tout cas apporter une grille de lecture qui peut révéler une des raisons d'insatisfaction qu'on peut légitimement justifier à la lumière de l'analyse de la jurisprudence. La seconde limite que j'observe dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, elle tient aux techniques de contrôle en fait qu'applique le juge à cet article 1er de la charte. Il y a deux techniques de contrôle qui sont proposées. Une première technique qu'on appelle, attention, accrochez-vous pour les non-juristes, théorie de la garantie légale des exigences constitutionnelles d'une part, et la deuxième technique de contrôle qui est un contrôle de proportionnalité. Alors ici, je les distingue de façon très nette. En réalité, parfois, la lecture des décisions, c'est pas toujours très évident de les distinguer, mais je vais le faire pour les besoins de l'explication. Théorie des garanties légales des exigences constitutionnelles, cela veut dire que le juge vérifie que le législateur n'atteint pas ce qu'on dit la substance, le noyau dur du droit. Et donc, vous le voyez, c'est un contrôle qui permet de déduire mon obligation de non-anéantissement. C'est comme ça, en tout cas, que de mon point de vue, on peut traduire les effets de l'application de cette technique de contrôle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Deuxième technique de contrôle, c'est un contrôle de proportionnalité. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique de contrôle, en fait, qui est très classique en matière de liberté publique et qui permet, en fait, de justifier la légalité des atteintes portées aux droits et libertés fondamentaux. Donc, vous voyez déjà, la technique elle-même, elle va pouvoir justifier des atteintes à l'environnement, et c'est ce qui ressort d'ailleurs de décision du Conseil constitutionnel. Il va dire oui, il y a bien une atteinte grave fondée sur la science à l'environnement, et ensuite, on va essayer d'évaluer les justifications de cette atteinte, d'une part, c'est ce qu'on appelle normalement le contrôle de la nécessité de la mesure, et ensuite les mécanismes qui ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif qui justifie l'atteinte, et ils doivent être normalement adaptés et proportionnés.
C'est-à-dire qu'ils doivent permettre de réaliser le but d'une part, et d'autre part, ils doivent permettre de le réaliser de la moins attentatoire possible au droit ou à la liberté qu'on a restreint ou à laquelle on a porté atteinte. Et ce qu'on observe dans le contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, c'est qu'il est très limité. Enfin, sincèrement, c'est en fait généralement, déjà au niveau de la motivation de ces décisions, généralement il fait un copier-coller de dispositions législatives qui portaient atteinte aux dits droits, et il dit c'est conforme ou c'est pas conforme, sans jamais justifier les raisons qui le conduisent à apprécier les garanties qu'avait apporté le législateur à la protection de l'environnement. Ce qu'on observe du coup, c'est que tout peut être conforme, il y a des milliards de modalités de concrétisation qui sont possibles en termes de limites portées à ces atteintes. Et que d'un point de vue factuel, là aussi, si on comptabilise ce qui est validé, le Conseil constitutionnel se cantonne bien souvent de garanties qui sont purement procédurales, apportées à la protection de l'environnement face aux objectifs qui justifient l'atteinte à l'environnement, sans jamais questionner le caractère adapté de ces procédures ou de ces évaluations à l'objectif de protéger l'environnement. Et ça, vraiment, c'est de mon point de vue une vraie lacune du contrôle qu'opère le Conseil constitutionnel de façon systématique dans toutes les décisions. Pour faire court. Et ensuite, donc pour la deuxième question, alors effectivement, moi, je partage, vous vous en doutez, évidemment, la question de renforcer la participation, en tout cas la place de la participation, repenser vraiment les modalités en fait de définition d'intérêt général en matière environnementale. Mais là où je me distinguerai un petit peu, c'est que je ne crois pas, et je pense que c'est une erreur, de faire de ces dispositifs des outils d'acceptation ou d'acceptabilité des dispositifs. C'est souvent le langage, en tout cas, qui est un des discours qui est produit par l'État et les institutions, que de vouloir faire de ces dispositifs des moyens d'assurer l'acceptabilité ou l'acceptation des projets. Alors, ils peuvent le faire, c'est pas impossible, mais ça suppose de les faire alors complètement, radicalement différemment de ce qui est fait actuellement, et ça suppose surtout de repenser le lien à la décision. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable, c'est une question qui est complètement tabou, moi j'ai l'impression en France, et de réinterroger la manière dont on partage le pouvoir de décider dans le cadre d'une démocratie au XXIe siècle. Moi, le danger que je vois à ce discours sur l'acceptabilité, c'est que ça fait en quelque sorte une logique managériale presque un petit peu qui est appliquée à ces dispositifs de participation et qui produit des contre-effets, là où, de mon point de vue, à coût constant, c'est-à-dire sans repenser la question de l'articulation et du partage du pouvoir de décider, on pourrait quand même au moins faire de ces dispositifs des moyens de figuration des controverses et de les faire émerger dans le débat public. C'est-à-dire que la manière dont on pourrait structurer les controverses dans le cadre de ces dispositifs aurait vocation à être connue de toutes et tous, et qu'on puisse au moins avoir une vraie discussion démocratique autour des controverses qui émergent à l'occasion de ces procédures. Voilà, donc effectivement, voilà, dans tous les cas, vous voyez, il faudrait repenser, de mon point de vue, la manière dont on pense ces espaces d'échange pour leur permettre de remplir d'autres effets. Et la dernière proposition, mais alors là, clairement disruptive, que je trouverais intéressante, c'est de penser à la carence du législateur pour protéger l'environnement. En fait, on connaît cette logique de carence dans les obligations positives d'action de l'administration. Quand elle manque à ses obligations, on peut faire des recours en responsabilité, et sa carence va justifier la possibilité d'une faute qui peut engager sa responsabilité. En matière législative, on n'a pas d'équivalent. On n'a aucun moyen de censurer l'inaction, le fait que le législateur n'agisse pas, par exemple, je sais pas, en droit des sociétés, en droit commercial, pour essayer justement d'astreindre ces espaces-là aussi au monde matériel, on va dire ça comme ça. Et donc, je pense qu'une des procédures à laquelle on pourrait réfléchir, c'est comment faire figurer ces carences. Alors, il y a des moyens de la contourner d'un point de vue contentieux. On peut arriver à contourner cette absence de procédure, mais ça pourrait être, de mon point de vue, en tout cas, poser cette question m'apparaît être intéressante. Et d'ailleurs, elle a été implicitement posée au Conseil constitutionnel, puisque de façon régulière, ces derniers temps, les personnes qui l'ont saisi lui ont demandé de contrôler toute la loi qui avait été adoptée au regard de la protection de l'environnement, en disant
En fait, la loi, c'est un ensemble. Et donc, il faut regarder tout ce qu'elle permet au regard de la protection de l'environnement. Et le Conseil constitutionnel, il a dit, oh non, non, surtout pas. Moi, je regarde disposition législative par disposition législative. Et la philosophie générale du texte, ça, ou est-ce qu'elle est compatible voilà, avec les réalités du monde physique, non, je ne le ferai pas. Donc voilà, des pistes. Bien. Merci beaucoup à vous trois. C'est bien de voir que il y a plein de pistes intéressantes, plus ou moins audacieuses, pour que le droit continue à protéger l'environnement, l'endroit où on vit tous, et ce qui est quelque chose d'essentiel et très important. La participation du public, le fait de la repenser, je pense que c'est quelque chose d'important, de revitaliser notre démocratie pour ce sujet-là, mais pour plein d'autres sujets. Comment on fait collectivement et comment on arrive à décider ensemble de ce que souhaite le collectif. Et c'est notamment en lien, donc, je pense, avec donc, la loi de simplification de l'urbanisme, où les recours qui ont été faits, c'était sur la volonté manifeste ou pas de la loi de priver l'accès aux juges. Et donc notamment de conditionner de la participation donc j'ai cité le deuxième alinéa, c'est une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou un de leurs groupements n'est recevable à agir contre la décision d'approbation d'un document d'urbanisme ou de son évolution que si elle a pris part à la participation du public effectuée par enquête publique, par voie électronique ou par mise à disposition organisée avant cette décision contestée. Moi, donc, de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai pu lire, c'est le fait de mettre de côté des personnes, les mettre dans l'incapacité de faire des recours, et ce, même si la participation publique est mal faite, même si la personne, en fait, a participé et ne peut pas prouver qu'elle a participé, sans définir ce que veut dire participer. Est-ce que c'est seulement lire? Est-ce que c'est faire une contribution écrite? Et ainsi de suite. Et donc, il y a la décision qui a été rendue hier. C'est à chaud, donc il n'y a pas de participation obligatoire de la part des intervenants, mais si l'un de vous souhaite intervenir rapidement, sachant qu'il nous reste 5 minutes, donc ce sera aussi la conclusion, n'hésitez pas. Je vois qu'Arnaud, vous avez activé votre micro, je peux peut-être vous donner la parole. Oui, mais je ne veux pas parler avant les deux autres intervenants. Peut-être que Frédéric, par exemple, voulait commencer. Bah, non, mais je vous laisse parler, puis je compléterai après, allez-y. Cette décision du Conseil constitutionnel, elle me paraît très intéressante à plusieurs titres. La première, c'est à cause de son contexte, parce qu'encore une fois, c'est une proposition démagogique qui était ici contrôlée dans sa constitutionnalité, démagogique et complètement stupide, parce qu'en réalité, en voulant désigner une cible, c'est-à-dire le secteur de la construction souffre des recours des associations, ce qui est un diagnostic qui n'a aucun sens, aucun fondement. Le secteur de la construction souffre, oui, mais ces recours ne sont pas à l'origine des maux du secteur de la construction. Et bien souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de fantasmes sur les chiffres de ce contentieux qui restent très minoritaires devant les juridictions administratives. Donc en réalité, c'est pas vraiment ça le problème. Et pourquoi c'est stupide? Le mot est un peu fort, mais à mon avis, il est fondé. C'est parce qu'en réalité, vous avez 1000 moyens de contourner cette disposition. Vous interdisez d'un côté à une association de former un recours contre un document d'urbanisme, elle pourra faire autre chose, à commencer par désigner l'un des siens pour faire le recours à sa place. Et le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, le note dans sa décision d'hier que l'association pourrait faire autrement que de faire un recours direct. Elle pourrait faire une demande d'abrogation, par exemple, du document d'urbanisme et attaquer le refus d'abroger. Je ne veux pas être trop technique, je veux dire simplement qu'on fait croire à des professionnels qu'on répond à leurs problèmes, qui est un vrai problème. Le secteur de la construction souffle, il y a une chute des permis de construire, etc. Et après, on leur dit « Ah, mais oui, mais la vraie réponse à votre problème, c'est le ZAN, par exemple, le zéro artificialisation nette, alors qu'en réalité, c'est un dispositif qui est devenu un peu symbolique aujourd'hui et qui ne peut pas être opposé directement à une demande d'autorisation d'urbanisme. Moi, j'ai aucun projet de construction qui a jamais été stoppé par le ZAN. Ou alors, c'est parce qu'il y a des associations qui font des recours. Non, le vrai problème, c'est qu'on peut laisser passer parfois des projets avec des trous dans la raquette, par exemple des projets qui sont mal ficelés. Et pourquoi ils sont mal ficelés? Pas parce que le porteur de projet a absolument envie de s'asseoir sur le code de l'urbanisme ou le code de l'environnement. C'est parce que tout simplement, il a un problème de dialogue avec l'administration. Le problème, c'est qu'on a tellement peu d'effectifs dans les administrations, que ce soit du côté des collectivités territoriales ou des préfectures lorsqu'elles sont compétentes en matière d'urbanisme, qu'on n'a pas ce dialogue entre l'administration et le porteur de projet. L'administration, faute de moyens, est cantonnée à une fonction de contrôle, de gendarme, et donc va effectivement sanctionner un dossier
après parfois des mois et des mois, voire des années de préparation. Et donc, on peut comprendre effectivement le ressentiment du porteur de projet à qui on dit pour la première fois, alors que le dossier a déjà été déposé, qu'il y a un problème dans son dossier. Donc, effectivement, il faudrait agir en amont, ce qui veut dire renforcer la fonction de conseil et de dialogue de l'administration, qu'elle n'est pas en mesure aujourd'hui d'assumer, faute de moyens humains et matériels. Donc, de manière démagogique, plutôt que de donner plus de moyens aux administrations, notamment en matière d'urbanisme, on va désigner un bouc émissaire et on va dire c'est leur faute à eux. Et on va en plus produire une mesure qui ne produira absolument qu'un effet, puisqu'elle peut être contournée. Donc là, on est typiquement sur une mesure démago. Alors, le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, note dans sa motivation, ce qui me paraît intéressant, que de toute façon, il serait possible de faire autrement pour attaquer ces documents d'urbanisme. Et comme je disais tout à l'heure, malgré tout, ma déception, c'est que oui, il y a un problème avec l'article 16 et le droit à un recours effectif, ça c'est certain, mais à supposer que le Conseil constitutionnel veuille absolument ne se référer qu'au bloc de constitutionnalité, je pense qu'il aurait pu effectivement se référer à l'article 7, parce que cette disposition ne pose pas qu'un problème vis-à-vis du droit au recours, elle pose un problème vis-à-vis de la conception de la participation du public. On ne participe pas uniquement pour préparer un recours. On participe au contraire dans un monde idéal pour qu'il n'y ait pas besoin de recours et que le débat public se fasse ailleurs que dans le prétoire du juge. Alors le problème, c'est que la faiblesse de certaines procédures de participation peuvent amener certaines personnes à choisir ensuite le prétoire pour s'y exprimer. Par ailleurs, si au final il s'agit de participer pour participer de manière extrêmement formelle, c'est-à-dire je mets une phrase dans le rapport du commissaire enquêteur, ça suffit pour que je puisse ensuite aller devant un juge, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est dommage de ne pas s'être fondé sur l'article 7, effectivement, c'était l'occasion, je pense, de donner un peu plus de contenu à cet article 7. Le Conseil constitutionnel a déjà sanctionné l'article 16 en 2011-2012, nombreuses dispositions avaient été invalidées ou déclarées contraires par une QPC. Et là, il a loupé un peu le coche de donner un peu plus de contenu au principe de participation. Merci beaucoup Arnaud pour cette réponse très structurée, hein, vu que la décision date que d'hier, félicitations. Je vois qu'il est déjà 13h30, donc on va conclure rapidement. Donc Marine et Frédéric, si vous voulez avoir un mot dessus, plutôt très rapide, et ensuite on pourra conclure. Donc Frédéric, je vous écoute. Moi, je veux dire, cette décision s'inscrit dans un recul de l'état de droit qui n'est pas nouveau, parce qu'il y a une vieille jurisprudence maintenant qui a 10-15 ans du Conseil d'État qui vise si vous voulez, à limiter les recours, à pouvoir mettre en cause à l'occasion d'une exception d'illégalité, notamment les vices de procédure ou de compétences qui entachent les décisions administratives et notamment les documents d'urbanisme. Donc la philosophie, c'est dire dans le fond, je veux sécuriser plus rapidement le droit en interdisant aux gens d'invoquer, après un recours initial et le délai initial qui est en général de 2 mois, de pouvoir exciper de l'illégalité de la compétence ou du respect de la procédure prévue par les textes. Et donc ça, c'est une tendance qui est inquiétante par rapport à l'état de droit, mais qui est logique si le Conseil constitutionnel le reconnaît aussi dans un objectif de sécurité juridique, en disant en matière d'urbanisme, je veux donner rapidement de la sécurité juridique aux acteurs et pas permettre de pouvoir remettre en cause ultérieurement pour un vice de procédure au bout de 10 ans qui devait être attaqué immédiatement. Bon, alors, moi, je trouve quand même que la décision du Conseil, un des aspects intéressants, c'est qu'il inaluse 12 articles sur le droit d'amendement des parlementaires et l'article 45 qui n'a rien à voir avec le texte initial. Donc ça renvoie aussi à nos lois. Les principales annulations, c'est des annulations de procédure. Et sur le droit au recours, je crois qu'il a bien protégé le droit au recours parce qu'effectivement, la dérogation, même si elle répondait à un objectif d'intérêt général et qui interdisait de déposer des recours quand on n'avait pas participé, se fonde en particulier sur le fait que sa mise en œuvre était impossible puisque la nature de la participation et sa preuve n'étaient pas bien définies et donc ceci justifiait une annulation. Donc c'est le gardien du droit de recours, mais je trouve effectivement, et là je rejoins Arnaud, que c'est le texte lui-même qui, comme souvent, partait d'une bonne intention, mais a été mal conçu, mal bâti et n'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Donc Marine, si vous voulez avoir quelques mots dessus. Oui, je vais pas rajouter. Ce qu'on peut relever en tout cas, c'est qu'il a toujours refusé, et il le confirme, de fonder l'accès à la justice, notamment pour des questions environnementales sur autre chose que l'article 16.
Ça lui a été proposé à plusieurs reprises, notamment de s'appuyer sur la charte de l'environnement pour créer une sorte d'accès, un autre fondement à l'accès à la justice spécifique à la matière environnementale qui aurait pu être pensé un peu différemment. Mais je referme cette parenthèse. Effectivement, en fait, c'est la loi et la décision, elle renvoie au paradoxe pour moi qui existe et depuis longtemps, hein, entre d'une part, justement, un discours public qui nous dit que la participation du public à l'élaboration des décisions environnementales, c'est très important pour l'acceptabilité sociale des décisions. En conséquence, une forme de procéduralisation de ces dispositifs pour justement offrir aux personnes qui y prennent part un ensemble de garanties quant à la manière dont elles sont informées de ces procédures et la manière dont elles vont pouvoir présenter leurs observations. Et d'autre part, la volonté de ne tirer aucune conséquence des violations par les personnes qui organisent ces procédures de leur manquement aux règles qui encadrent l'exercice de ces droits. On est dans ce paradoxe depuis de très nombreuses années et en fait, pour résoudre ce paradoxe, on multiplie ce qu'un auteur de contentieux administratif très connu, s'appelle Bertrand Seillet, a qualifié de validation législative préétablie. Hein. C'est un dispositif qu'on trouve beaucoup en code de l'urbanisme, qui est d'ailleurs une sorte de laboratoire en la matière, qui ensuite s'exporte. C'est comme le droit des étrangers. Hein. Le droit de l'urbanisme et les droits des étrangers sont les deux laboratoires d'expérimentation de dispositifs de cette nature. Pas de même nature, mais originaux, on va dire, qui s'étendent ensuite à d'autres champs contentieux. Ça m'apparaît un petit peu paradoxal. Voilà, vous voyez, dans les objectifs, les affichages, en fait, il y a vraiment ce double discours et qui produit des effets délétères, puisque même pour le droit lui-même, ça a été tout à l'heure signalé par Maître Gossman, puisque en fait, on va refaire d'autres procédures pour essayer ou réajouter, pour moins formaliser, pour pallier les difficultés qu'on générerait, qui sont largement fausses en fait. Enfin, c'est ça qui est en plus pire, c'est qu'au contentieux, enfin, moi j'aimerais qu'on fasse, mais ça n'existe pas, hein, mais diligenter un mémoire qui recenserait les hypothèses de contentieux uniquement fondées sur des vices de forme ou de procédure. Franchement, moi je veux bien, j'ai envie de lancer cette recherche. Je sais qu'il y a parmi nous des enseignants, chercheurs, mais qui mettent un étudiant ou une étudiante là-dessus, parce que en fait, c'est la croyance collective partagée par le Conseil d'État en partie. Enfin voilà, est-ce que ça existerait vraiment des possibilités d'annulation uniquement fondées là-dessus? Et qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est 0,00001% du contentieux, ou est-ce que c'est un phénomène qui est réel et qui mérite justement cette complexification du droit? Car quand on n'est pas un expert, sincèrement, aujourd'hui, du droit de l'urbanisme ou du droit de l'environnement, naviguer dans ces codes, et même pour les expertes, c'est compliqué, quoi, objectivement. Enfin, ça aboutit à des dispositifs complètement déliants, quoi. Très bien. Merci à vous trois pour réaction à chaud sur cette loi. Et donc, la candidature est ouverte. Hein. Ceux qui souhaitent faire un mémoire, Marie vient de proposer un sujet, n'hésitez pas à candidater. Donc, merci à tous. Là, on se rapproche de la fin. Je vais profiter de la présence de Lucille Schmitt, qui est la présidente de la Fabrique écologique, pour avoir un mot de conclusion. Moi, rapidement, merci à tous. C'était très intéressant, très riche. Je vais réécouter l'enregistrement. Donc, la réunion est enregistrée, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube. Et il y a plein d'informations. Je pense qu'il me faudra quelques écoutes, n'étant pas juriste de formation, pour tout comprendre. Mais c'était très intéressant. Donc, je vais donner la parole à Lucille. Et merci encore Arnaud, Frédéric et Marine d'avoir participé. C'était très chouette, un très bon moment. Merci encore. Et donc, je vous recontacterai la semaine prochaine. Donc voilà, Lucille, si tu vas voir le mot de la fin. C'est très gentil. Je suis impressionnée d'avoir ce mot de la fin. Non, merci à vous trois. Merci Arthur d'avoir animé. Moi, ça m'inspire deux réflexions rapides. La première, c'est que je crois que les combats pour la nature sont des combats essentiels. Et je voulais insister là-dessus parce que c'est un des nouveaux angles de notre ligne éditoriale. Traiter à parité les questions dites climatiques, c'est-à-dire en fait essentiellement énergétiques, et les questions de nature. Et on sait que la nature ne parle pas. On sait que dès les années 60, Jean Dorst avait écrit avant que nature meurt. Moi, j'observe qu'aujourd'hui, autant les gouvernements disent maintenir le cap sur le climat ou à peu près, c'est notamment le cas à l'échelle européenne, autant la question de la régression autour de la biodiversité, vous l'avez dit tous les trois, est un enjeu crucial. Ça a été le cas sur la lutte autour de la loi sur la restauration de la nature à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on l'a vu hier dans Le Monde, il y avait un article sur le nouveau président de la coordination rurale qui a dit les écolos, on va les crever. Donc on voit bien que ce qui se joue là est quelque chose de l'ordre de la haine, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud. Donc
plaçons cette question de la nature au centre des combats écologiques parce que c'est là qu'est le premier front. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'à vous entendre, vous trois excellents juristes, je me suis dit, mais cette question du droit et de son articulation avec la scène démocratique est puissante. On sait bien que l'écologie appelle une vie démocratique plus intense et on sait aujourd'hui que les procès climatiques, que les scènes judiciaires sont des lieux en fait de débat. Il y a les droits qui sont donnés au public, il y a la question du processus de décision et puis il y a évidemment la façon dont on peut utiliser certains moments pour faire comprendre à la société autrement que par le droit. Et ce qui est très intéressant dans les procès, dans ce qui se joue autour du droit, c'est au fond la manière dont cela permet d'animer le débat public. La Convention citoyenne avait été une manière de le faire. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où le droit, les lieux du droit, sont des moments où on peut comprendre la complexité, on peut comprendre pourquoi on est concerné. Donc, en ce sens, je crois que le droit est aujourd'hui une profession autour de l'environnement qui est une profession engagée. On voit aussi comment les rôles sociaux évoluent, Scientists in Rebellion, comment on sort du laboratoire, comment on mène l'enquête. On peut le faire autour du droit de l'environnement, on peut le faire lorsqu'on est scientifique chercheur, on peut le faire lorsqu'on est journaliste, et on peut le faire, je l'espère, à la Fabrique écologique. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire qui j'espère, sera le début d'un cycle.